Marie, tu es la cofondatrice de Joli Mama, une marque engagée qui, je le pense sincèrement, révolutionne complètement la manière dont on prend soin des femmes, que ce soit avant la grossesse, pendant la grossesse, en postpartum ou quand elles allaitent, et même au-delà d'ailleurs. Avec Joli Mama, vous proposez des compléments alimentaires, des snacks, des bouillons, mais aussi des contenus très pédagogiques pour redonner aux femmes les clés de leur santé. Et vous faites ça avec une démarche et une approche pédagogique et scientifique. Et c'est ce que j'aime particulièrement avec votre équipe. Aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on parle d'alimentation, d'alimentation pour les femmes. Alors avec un focus spécial disons pendant la grossesse et en postpartum, mais tous les conseils qu'on va donner, enfin il y a beaucoup de conseils qu'on va donner qui vont être valables aussi dans la vie de tous les jours. C'est un sujet qu'on aborde trop peu, je trouve, et aussi tout le monde n'a pas forcément entre guillemets le luxe de pouvoir rencontrer une nutritionniste et que la personne nous aide à optimiser notre alimentation. Sauf que l'alimentation, c'est un des piliers de la santé. Donc finalement, cet épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un coup de pouce, voilà. Pour tout le monde. Pour les hommes aussi d'ailleurs, qui nous écoutent. Ils sont peu nombreux, mais ils sont là. Et donc voilà, je suis ravie de faire cet épisode avec toi parce que vraiment, la façon dont on s'alimente, ça peut tout changer. Moi, j'ai rencontré des gens et j'en fais partie aussi. Quand j'ai changé mon alimentation, ma vie a changé. Alors c'est pas une formule magique pour avoir plus d'écoute sur cet épisode, mais c'est simplement que en fait, en changeant mon alimentation, j'avais une meilleure digestion, je dormais mieux, j'avais plus d'énergie, j'étais mieux dans mes baskets, quoi. Donc je suis contente de pouvoir partager avec toi. Donc Marie, bienvenue dans le cheminement. Merci beaucoup Marguerite. Alors, j'aimerais qu'on commence un peu par les bases et que l'on parle peut-être plus précisément du coup, comme je le disais, pendant la grossesse et le postpartum, en essayant de briser un peu les idées reçues qu'on peut avoir autour de la grossesse. Pour préparer cet épisode, j'ai regardé des articles que vous avez écrits et j'ai aussi pu lire votre livre de recettes. D'ailleurs, il est vraiment génial. J'en ai testé quelques-unes, elles sont très très bonnes. Et dans le livre, vous dites que c'est vrai que les femmes, et j'en fais partie parce que je suis du coup à mon 6e mois de grossesse, ont très souvent peur de prendre du poids. Ça, c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Et qu'il y a cette idéalisation peut-être du corps dans la grossesse. Enfin, même moi, je sais que je me suis beaucoup mis la pression en me disant il faut pas que je grossisse. C'est hyper dur parce que pourtant, on a faim. En tout cas, moi, j'arrive à un moment où j'ai très faim. Est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, pourquoi les besoins nutritionnels, ils changent autant pendant la grossesse ? Alors, en fait, pendant la grossesse, ça va vraiment être une énorme période de transformation, mais ça, je t'apprends rien. On construit la vie. Et en fait, pour construire la vie, il faut énormément d'énergie, il faut aussi énormément de nutriments. Alors, c'est vrai que pendant la grossesse, on va pas chercher à manger pour deux. Et ça, parfois, on peut un petit peu tomber dans le piège en se disant, voilà, en termes de calories en soi, il n'y a pas énormément, je crois que c'est 150, tu vois, entre le premier et le deuxième trimestre, et un petit peu plus 300 au dernier trimestre. Donc, c'est l'équivalent d'un snack en plus. Mais en fait, il faut chercher à manger 2 fois mieux. Parce que en termes de besoins micronutritionnels, c'est là où on va vraiment avoir une énorme... Voilà, la courbe, elle est comme ça. Par exemple, sur les folates, donc la vitamine B9, c'est plus 100% des besoins. Le fer, ça doit être autour de plus 50%. L'iode, c'est pareil. Et on pourrait continuer, pareil, le magnésium. Donc, en fait, il faut vraiment, et sans se stresser, il faut chercher à avoir une assiette qui soit la plus variée, la plus équilibrée et aussi se faire plaisir. Parce que je pense que tu parlais du poids, mais il y a aussi quelque chose qui est, je trouve qui se retrouve beaucoup chez les femmes enceintes, c'est la peur. La peur de manger. Surtout au premier trimestre. Moi, je l'ai vécu pour ma première grossesse où en fait, j'avais tellement peur de les différentes infections, la listeria, la toxoplasmose, etc., que je me suis retrouvée à ne manger au premier trimestre presque que des pâtes
et des pizzas. Parce que voilà, j'étais en restaurant d'entreprise, donc j'avais peur des salades, j'avais peur des œufs. Alors qu'en fait, les œufs, tu peux en prendre. Et d'ailleurs, c'est hyper bon, les œufs pendant la grossesse. C'est plein de bonnes choses. D'ailleurs, les protéines, on en reparlera. On a vraiment besoin plus de protéines pendant la grossesse. Je crois que c'est à peu près 1,3, enfin, le ratio, c'est 1,3 plus que pendant la période normale. Pendant l'allaitement, encore plus, en postpartum pour la récupération. Donc, voilà, c'est réapprendre à se faire plaisir, savoir, effectivement, il y a des aliments qu'il faut éviter. Après, il n'y a pas de risque zéro. Et pour la prise de poids, je pense qu'il faut vraiment, c'est un moment où on peut se reconnecter à soi. Et après, chaque grossesse est différente, tu vois. Je sais, chaque femme est différente. Je sais que moi, par exemple, j'ai pris, alors c'est pas un très bon exemple, mais j'ai pris 25 kilos pour ma première grossesse. Alors j'étais très fine quand je suis tombée enceinte, et ma sage-femme m'a dit, oh là là, il faut faire un régime, etc., etc. C'est vrai que j'avais pris beaucoup de pâtes et de pizza, mais et en fait, j'ai eu 3 grossesses. Pendant mes 3 grossesses, j'ai toujours pris beaucoup de poids. Et au bout d'un moment, les médecins m'ont lâché la grappe parce qu'en fait, ils se sont aperçus que en postpartum, c'est mon corps qui est comme ça. Je stockais pour voilà. Donc je pense que les femmes doivent se déstresser par rapport à ça et aussi remettre la dimension de plaisir dans l'alimentation. L'alimentation, tu t'as dit, c'est de la santé au début, mais c'est aussi du plaisir. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est aussi un peu un biais de penser à l'alimentation uniquement comme quelque chose qui va, enfin, comme le pilier de la santé, ce qui est trop bien. Et je pense que j'imagine que c'était ça votre objectif en faisant un livre de recettes et pas un livre de, on vous explique ce que c'est que l'alimentation pendant la grossesse. C'était ça que vous vous donniez envie. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a énormément de recettes qui donnent envie, quoi. Il y a des pâtes, il y a des brownies, donc c'est pas comme si vous disiez on va faire une soupe, on va faire une salade, la salade de grossesse. Non. On n'en a pas. Enfin, en fait, c'est bien de pouvoir manger de tout. Ouais. Je pense qu'il faut aussi, tu vois, et c'est là aussi où, alors le livre, on donne des conseils un peu de façon assez sporadique, mais on explique aussi. Par exemple, on parlait des œufs. Les œufs, c'est un super aliment pendant la grossesse. Il faut pas s'en priver. Il y a de la choline dedans, il y a des protéines, il y a des bons gras. Est-ce que la choline, tu peux expliquer aux auditrices ce que c'est? Parce que quand j'ai regardé ce que c'était que la choline, je me suis dit, oui, je veux en prendre dans les compléments que j'ai testés. D'ailleurs, merci. Je suis en train de tester vos compléments alimentaires. Je me sens très, très bien. Super. Et il y a de la choline dedans. Et pour avoir fait un peu de recherche, il y en a pas partout. Non. Il y en a pas dans tous les autres compléments alimentaires. Du coup, ça sert à quoi et c'est quoi? Alors, la choline, c'est un nutriment qui a été découvert il y a pas si longtemps, qui a été identifié il y a pas si longtemps. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il va servir, enfin, il va être très important pendant la grossesse parce qu'il va un peu agir avec la vitamine B9. Donc là, je vais un peu simplifier. Mais au début, tu sais, quand les cellules se divisent très vite, en fait, ce cycle-là, ce cycle de méthylation, il a besoin de vitamine B9 et de vitamine B12 et d'autres cofacteurs. Il y a la choline, il y a le magnésium. La choline, en fait, c'est un rôle très important. Ça va aussi travailler avec les oméga 3, le DHA, donc pour tout ce qui est construction du cerveau, etc. Donc d'ailleurs les études ont montré que les besoins sont souvent sous-estimés. On pensait que les femmes enceintes, elles avaient besoin autour de 480 mg. En fait, c'est plutôt proche de 900 mg. Et dans un œuf, pour vous donner un ordre d'idée, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a autour de 120 mg par œuf. Voilà, donc il faut quand même en prendre. Après, t'en as pas que dans les œufs, attention, t'en as aussi dans d'autres aliments. Mais c'est vrai que nous, on a fait le choix d'en mettre un petit peu dans nos compléments, dans notre multivitamine grossesse. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Donc, si t'as pas forcément un apport en œuf, en autres, tu vois, en viande, etc. Ça peut être intéressant de complémenter en plus. Alors évidemment, on en parle à son médecin, mais ça peut être intéressant de prendre un complément en choline en plus pour atteindre un niveau, tu vois, qui est vraiment bien, déjà autour de 400 mg, c'est bien. Voilà. Okay, très important de le préciser que c'est pas parce alors c'est génial de prendre des compléments alimentaires en plus parce qu'on a des besoins une grossesse et en postpartum on a souvent des carences mais ça ne remplace pas une alimentation équilibrée, d'activité physique, etc. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu fréquentes, que tu observes chez les femmes que vous accompagnez, que tu rencontres pendant qu'elles sont enceintes ou en postpartum?
Je pense que l'erreur, et moi je l'ai faite aussi, c'est de croire que l'alimentation n'est pas aussi importante qu'on le pense. Et en fait, c'est pas juste pendant la grossesse, c'est pas juste pour avoir un bébé en bonne santé, un bon développement placentaire, un bon développement embryonnaire. C'est aussi pour l'après. On parlait du postpartum, ce qui va se passer pendant la grossesse. Si déjà on arrive carencé avant la grossesse, ça épuise les nutriments. C'est logique en fait parce que le bébé, le corps va donner au bébé ce qu'il faut pour qu'il se développe correctement, mais c'est parfois à notre détriment. Et ensuite, en postpartum, on peut arriver dans ce qu'on appelle une depletion du postpartum, postpartum depletion. Et là, en fait, c'est notre santé, notre plus de fatigue, difficulté à se concentrer, problème d'humeur, etc. Donc, et même c'est la santé long terme. Donc je pense que c'est ça. Pour moi, c'est le truc que j'ai découvert au fur et à mesure, avec Jolie Mama évidemment, mais au fur et à mesure de mes grossesses, j'ai vraiment vu, la différence entre cette première grossesse où je n'avais pas conscience, donc c'était avant que je lance Jolie Mama avec Margot, j'avais pas forcément conscience de l'impact de l'alimentation. Je prenais mes compléments. J'avais mes compléments en grossesse, etc. Mais c'était pas quelque chose vraiment de conscientisé, de réfléchi. Et au fur et à mesure de mes grossesses qui ont avancé avec Jolie Mama, j'étais un peu, je suis un peu devenue en mode expert. D'ailleurs, mon mari rigole en disant, notre troisième, elle est hyper vive, t'as pris trop de colis. Mais, et même, en termes de récupération, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Première grossesse, alors évidemment, c'était aussi ma première, mais j'ai vraiment une dépression du postpartum très importante. J'ai perdu mes cheveux. J'étais très, très fatiguée. Ça, c'est pour ta première ? Pour ma première. Okay. Et je pense, en fait, à l'époque, je ne le savais pas, mais je pense que j'étais vraiment dans ce qu'on appelle la postnatal depletion. On parlera après, c'est un médecin américain qui l'a étudié et qui l'a théorisé. Et pour ma deuxième grossesse, en fait, vraiment, le fait d'avoir une grossesse où tu te nourris le mieux possible, où après, tu prends aussi le temps de préparer ton postpartum, de préparer tes plats, on parlera du batch cooking, c'est vraiment en fait un cadeau que toi tu te fais pour ton bébé, mais aussi pour toi, pour ta santé future, quoi. En termes de fatigue, tu vois, moi je pense que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait pendant 7 ans, parce que on a lancé Jolie Mama avec Margot en 2018. Après je suis tombée enceinte, j'ai eu ma deuxième fille en 2019, puis après une troisième en 2022. Je pense que, franchement, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, même si on a une équipe et on n'est pas seul avec Margot, mais et avoir en même temps, deux grossesses assez rapprochées, 2 autres postpartum. Ouais, parce que on en parle. Alors, je sais pas si tu sais, mais il y a un podcast qui s'appelle Grossesse d'entrepreneuse. Ah non, je connais pas. Okay. Oui, l'animatrice mélange les 2 sujets. J'ai trouvé ça hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est pas évident d'être et entrepreneur et d'être enceinte, d'être maman, etc. Donc c'est hyper fatigant. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ne pas avoir du tout peur de se prioriser et peut-être de prioriser au maximum. Moi, je sais que pendant mon premier trimestre, j'étais malade du matin au soir, et vraiment, je n'avais que. Alors après, c'est mon premier, donc j'ai pas d'autres enfants. Ouais. Disons que j'ai pas de grosses responsabilités du coup, à part moi. Hein, c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que ma prio, c'était dormir. Ouais. Et travailler évidemment, parce que on travaille, c'est comme ça qu'on vit, mais et l'alimentation. Ouais. Et donc quand je pouvais, et c'était vraiment ça. Je n'ai pas essayé de faire autre chose, de voir des amis, de regarder des séries et pendant 3 mois j'ai fait que ça. Alors oui, c'était pas très marrant, mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai eu beaucoup de compliments beaucoup de personnes de mon entourage qui me disaient mais tu vas bien. Et c'est vrai que j'étais bien parce que j'étais reposée. Bien sûr. Et après, j'étais pas présente, hein, c'est sûr. Mon mari, plusieurs fois, est revenu, donc j'arrivais pas à dîner le soir parce que j'étais trop malade. Et puis, donc, il m'a cuisiné des trucs plein de fois et je suis allée me coucher, donc c'était un peu triste pour lui, mais tu vois, je regrette pas parce que du coup, à la fin,
Le deuxième trimestre était beaucoup mieux, sûr, quoi. Bien sûr. Et j'ai pu faire un petit peu plus de choses. Ouais. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de prioriser à fond et de penser à soi, en fait. Ouais. Le premier trimestre peut vraiment être difficile pour certaines femmes. Et vraiment le fait juste de bien s'hydrater, tu vois, de manger à intervalles réguliers, même quand on n'a pas forcément faim, ça peut aussi éviter justement ce phénomène de nausée. Et après, on pourra reparler de la complémentation, mais il y a quand même quelques études qui ont montré, par exemple, tu vois, le fait que quand tu peux être carencé en magnésium, ça peut éventuellement aggraver tes nausées, parce que le magnésium va un peu impacter la glycémie. On sait que les nausées peuvent être aussi liées à la glycémie. Donc, comme tu disais, franchement, je trouve que c'est hyper bien que tu aies pu faire ça, de prendre le temps de de te concentrer sur les besoins entre guillemets primaires. C'est Anna Roy qui disait dans un podcast, je l'ai plus compte exactement quand c'était, mais elle disait: moi, je suis OK si pendant la grossesse, une femme ne fait que ça, c'est déjà un job à plein temps. Je vois très bien. Je crois que c'était dans la matrescence qu'elle disait ça, Clémentine Sarala. C'est ça. Ouais. Et oui, et elle disait, alors c'est plus compliqué quand on en a un ou deux, mais que en gros le coparent doit pouvoir aider. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle n'hésitait pas à arrêter ses patientes si elle voyait qu'en fait elles arrivaient, qu'elles n'arrivaient pas à gérer. C'est pas arriver, c'est pas, elles sont pas responsables, mais que si elle observait que c'était pas possible, elle les mettait vraiment en numéro 1. Et je pense que du coup, parce que tu parlais de magnésium, etc. Je pense que c'est le moment aussi de rappeler que quand on est une femme, on peut être très vite carencé de certaines choses. Par exemple, le fait de prendre la pilule peut être carencé en vitamine B. Souvent, on peut être carencé en fer si soit on a peut-être des petites pathologies, soit on a des règles très abondantes et du coup on fait des carences. On peut être carencé en magnésium et tout ça, c'est des petites choses. Moi, je trouve que depuis que j'ai mis en place donc une alimentation plus équilibrée, mais aussi des compléments alimentaires, c'est des choses qui peuvent déjà énormément aider au quotidien. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter dessus, puisque c'est pas moi l'experte, mais c'est ce que tu vois, j'ai fait mon travail. Après, on pourrait rentrer dans les études. Et en plus, il y a un truc dont on n'a pas parlé, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Aujourd'hui, il y a beaucoup, tu vois, quand on parle de la grossesse et des compléments, beaucoup de gens nous disent oui, mais avant, nos grands-mères ne prenaient pas de compléments et ça allait bien. Alors, c'est vrai que c'est un point faire. C'est un point. Il y a plein de choses qui. Mais tu vois, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu, c'est que aujourd'hui, quand on étudie un peu, quand on creuse un peu les études sur la qualité des aliments et leur richesse en micronutriments, les fameux micronutriments dont on a besoin pendant la grossesse, et ben c'est vrai qu'on voit quand même des différences. Il y a une étude, par exemple, d'un chercheur qui s'appelle David, qui a fait une étude en 2004 et qui a tout simplement comparé la qualité en micronutriments de certains aliments, de 46 fruits et légumes, je crois, donc entre 1950 et 1999. Et il a remarqué des différences, tu vois, assez conséquentes. Par exemple, 15% de fer en moins, 20% de vitamine C en moins, etc. Donc c'est vrai que notre alimentation, elle est appauvrie. Comme tu l'as dit, beaucoup d'entre nous prennent la pilule pendant de nombreuses années. La pilule, ça va avoir un impact sur ton statut nutritionnel aussi. On est stressé, on est exposé à plus de perturbateurs endocriniens. Donc c'est vrai que même si l'assiette reste et doit toujours rester vraiment un pilier de tout, dans certaines périodes, nous maintenant, on est vraiment convaincus de l'intérêt d'une supplémentation qui peut être adaptée. Faut pas supplémenter en tout, évidemment. Faut le faire avec son médecin. Il y a par exemple, on supplémente pas en fer à l'aveugle. La vitamine D, c'est pareil. Il vaut mieux faire un dosage sanguin avant de prendre de la vitamine D. Mais ça peut être intéressant et si on a les moyens de privilégier les aliments bio, parce que les aliments bio, une autre étude qui a montré qu'il y a quand même plus de nutriments, par exemple, plus 50% de magnésium dans les aliments bio, plus 20% de fer dans les aliments bio. Donc, ça peut être aussi intéressant. Voilà. C'est un peu une parenthèse, mais c'est vrai que beaucoup de femmes se posent la question de se dire pourquoi est-ce que moi qui mange équilibré, je devrais prendre un complément pendant ma grossesse. C'est vrai, tu vois, même quand on regarde, ça c'est l'ANSES qui le dit, que plus de 50% des femmes qui sont enceintes
vont avoir du mal à atteindre les valeurs entre guillemets recommandées pour la B9, le DHA et le fer. Donc voilà, c'est important en tout cas de se supplémenter en certains, genre l'acide folique, bon, on en parlera exactement, mais la vitamine B9, ça c'est vraiment un must. Et après, en fonction de vos besoins et aussi de votre alimentation, si vous avez une alimentation végétarienne ou... Ah ouais, alors ça c'est encore autre chose. Ça c'est autre chose. Mais oui, alors je retiens tout ce que tu as dit, simplement sur le côté aussi équilibré, je trouve que le problème avec... On a tous envie de manger équilibré, mais franchement... On sait pas trop ce que c'est équilibré. Non, mais, mais enceinte, c'est compliqué aussi. Non, mais c'est surtout que, je veux dire, moi, je ne connais personne qui mange équilibré à chaque repas. Bien sûr. On sait enfin, évidemment, quand le peu de photos qu'on envoie de nos assiettes à nos copines, à nos mères, à nos collègues, c'est des assiettes trop belles, les assiettes arc-en-ciel avec toutes les couleurs et tout est équilibré, mais franchement, c'est pas toujours comme ça. On peut pas toujours. Parfois, on est obligé de manger un sandwich entre deux rendez-vous, etc. Donc c'est le premier truc aussi, je trouve, où moi les compléments alimentaires, je les prends aussi pour ça, c'est parce que je sais que je fais pas tout à la perfection et que j'ai pas toujours le temps. L'autre chose, c'est que même quand moi c'est vrai, l'alimentation, c'est vrai que c'est ma priorité. Aussi parce que je travaille beaucoup et que c'est le moment où je vais faire les courses, je suis pas derrière mon ordi. Je vais acheter un petit magazine de temps en temps avec des idées de recettes, ça va me faire plaisir parce que j'ai envie de manger des choses de saison. Je trouve que c'est une règle qui est assez chouette à respecter, voilà, même si évidemment c'est bien d'avoir un petit peu de tout, mais je me dis les courges en automne, ça doit être quand même bon pour mon corps. Et après le fait de faire à manger, même si c'est des trucs, je fais pas des trucs très élaborés, tu vois, mais juste si c'est assembler plusieurs aliments dans un bol, ça me fait du bien en fait, parce que c'est ma façon de m'occuper de moi. Donc c'est pas admirable, tu vois, comme compte rendu, mais à la fin ça me fait plaisir. Mais même avec tout ça, je sais que forcément, tu vois, je fais des erreurs, et c'est pour ça aussi que je trouve que l'alimentation végétarienne et végane, j'ai été végétarienne pendant des années, je suis totalement alignée avec ces valeurs-là. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est dur. C'est hyper dur d'avoir une alimentation équilibrée quand t'es végétarienne. Moi, j'ai fait des grosses carences et ça m'a fait peur. Et il y a un moment vraiment où j'étais trop carencée et je me suis dit, mais en fait, je peux plus tenir. Donc, le poulet, le poisson et tout ça, c'est revenu, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as quelques conseils justement pour les personnes quand même qui ont ce régime-là, végétarien ou vegan, pendant la grossesse ? Alors, je pense que vraiment, le conseil numéro 1, c'est de se faire accompagner pour le coup. Surtout si vous avez un régime vegan, sauf si vous connaissez exactement, vous savez exactement ce qu'il vous faut. Toujours se supplémenter pour le coup. Je pense que ça sera une nécessité, notamment en vitamine B12. Et oui, se faire accompagner par une diététicienne nutritionniste. C'est important. Qui va vraiment, parce que là, c'est vrai que c'est encore plus expert et il faut vraiment regarder en fonction des besoins nutritionnels que l'on a, la juste quantité de lentilles, exactement. Légumes, pour avoir fibres. Même en termes d'acides aminés, pour avoir un profil complet dans l'assiette, c'est important. Moi, je recommanderais toujours de se faire accompagner par une diététicienne nutritionniste sur ce sujet-là, surtout pendant des périodes quand même qui sont assez sensibles. On parle de la grossesse, mais aussi en postpartum, et si vous allaitez, parce que ça nécessitera encore plus d'énergie. Et on a besoin de garder aussi notre énergie pour pas être trop fatigué et pas être nous-mêmes carencés. Donc, voilà. Alors, tu parlais d'acide folique tout à l'heure. Oui. L'acide folique, on commence un petit peu à en parler en France. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert ? Alors, l'acide folique, donc la vitamine B9, ça va servir à plein de choses, mais en fait, pendant la grossesse, qui est une période de division cellulaire très intense, ça va vraiment être vraiment critique pour cette division cellulaire, pour que la division cellulaire se fasse correctement. Et pourquoi, en fait, les médecins, les autorités de santé recommandent de se supplémenter même avant la conception, plusieurs semaines avant la conception, je crois que c'est au moins 4 semaines avant la conception, c'est parce que quand il faut un peu de temps pour que, entre guillemets, on ait des bonnes réserves dans le sang en folate.
Et aussi parce que quand on tombe enceinte et qu'il y a vraiment une période qui est critique, c'est la 6e semaine de grossesse, on ne sait pas forcément qu'on est encore enceinte. Donc il faut pas, enfin après voilà, ça arrive, c'est ok, on prend une supplémentation dès qu'on sait qu'on est enceinte, mais si on peut, qu'on est en projet bébé, on recommandera toujours de se supplémenter en amont, de pas attendre le résultat positif de la grossesse pour justement éviter cette période qui est assez sensible entre la 6e et la 7e semaine où il va y avoir des divisions cellulaires, notamment tout ce qui est la spina bifida, et pour éviter des malformations. Et ça, pareil, moi il se trouve qu'on me l'avait recommandé, donc c'est ce que j'ai fait. Quand j'en ai parlé à ma mère, donc je suis la dernière d'une famille de 4 enfants, donc j'ai une grande différence d'âge avec ma mère. Elle m'a regardée en me disant mais c'est marrant parce que la plupart des trucs que je fais pour ma grossesse, elle me dit mais nous on n'avait pas ça. Donc évidemment que on n'est pas obligé, mais voilà, c'est vrai que c'est aujourd'hui c'est ce que l'on recommande et ça peut être bien. Moi j'irais même plus loin que ça. Pour moi, la vitamine B9, c'est une obligation. C'est-à-dire que dès qu'on est enceinte, dès qu'on sait qu'on est en projet bébé, il faut se supplémenter en vitamine B9. Votre gynéco va vous en parler, votre sage-femme va vous en parler. C'est trop important. Après, tu vois, dans ce cycle de la méthylation, il n'y a pas que la vitamine B9, il va y avoir la vitamine B12, il va y avoir d'autres cofacteurs comme le magnésium, on en parlait tout à l'heure, la choline, etc. Mais c'est un peu la base de ça. Et après, je peux pas parler de l'acide folique sans qu'on parle de ça. L'acide folique, donc qu'est-ce que c'est ? C'est la vitamine B9 sous forme synthétique. Bon, en soi, il y a pas de problème. Sauf que on sait maintenant qu'il y a entre 30 et 40% de la population européenne, donc 30 ou 40% des femmes en Europe, qui vont avoir une mutation sur le gène MTHFR. Donc c'est ce fameux gène qui va entre guillemets utiliser l'acide folique pour faire différentes réactions. Et alors, tout le monde va, parmi ces 30 ou 40%, ça va pas être simplement « Ah, je peux pas du tout l'utiliser », ça va être plus ou moins, tu vois, utilisable, entre guillemets. Je simplifie, mais voilà. Et ça pose problème parce que certaines femmes... Alors, c'est un peu, ce que je veux dire est un peu tendancieux, mais il y a quelques études qui ont montré que voilà, l'acide folique n'est pas forcément bien utilisé par toutes les femmes et du coup, ça peut peut-être poser problème pendant la période de grossesse. Moi, par exemple, j'ai fait le test, je suis très curieuse, je suis un peu geek sur ces trucs-là, et j'ai plusieurs mutations sur le gène, sur la B9 et aussi sur la B12. Donc, du coup, bon, je le savais avant, donc, je préfère du coup, tu vois, conseiller aux femmes de prendre plutôt une forme méthylée, donc une forme brevetée, par exemple le quadrifolique. C'est aussi synthétique, simplement c'est une forme que le corps va pouvoir tout de suite utiliser au lieu de passer par plein de transformations qui vont nécessiter, tu vois, différentes enzymes. Et ben en fait, c'est une forme que le corps peut tout de suite utiliser. Donc l'acide folique est remboursé. Bien sûr qu'il faut garder son acide folique si on nous prescrit de l'acide folique et si on n'a pas forcément les moyens de prendre une autre complémentation qui, pour le coup, ne va pas être remboursée. Ça, c'est très important de dire, attention, on garde son acide folique. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre l'acide folique, mais si on peut se complémenter avec des formes méthylées, on préfère. Donc ça, on prendra une vitamine B9 méthylée, on prendra aussi une vitamine B12 qui sera méthylée. Donc c'est vraiment important quand vous prenez un complément. D'ailleurs, de plus en plus de médecins le savent et de sages-femmes le savent, parce que nous, on a énormément, d'ailleurs, parmi nos clientes, de sages-femmes et de médecins, de gynéco qui prescrivent, qui conseillent vos produits, qui utilisent leurs produits pendant leur grossesse et après du coup qui conseillent nos produits à leurs patientes. Mais voilà, donc c'est la qualité en fait des actifs que vous allez utiliser, c'est aussi hyper important. Voilà, c'est un peu une parenthèse, mais je trouve que c'est important d'en parler. Non, mais j'aime beaucoup tes parenthèses. Tu peux improviser de cette façon. Ouais, je trouve ça très intéressant de pouvoir expliquer vraiment, d'aller au fond des explications, parce qu'on est toutes capables de comprendre, mais c'est vrai que c'est des sujets qui nous sont inaccessibles, à moins d'être la cofondatrice d'une marque de nutrition ou d'avoir repris des études ou d'être spécialisée dans le sujet. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'accouchement aussi. Alors,
je ne t'apprends rien, mais je voulais juste contextualiser pour nos auditrices, pour celles qui le savent pas. En fait, en Asie, le mois qui suit l'accouchement, ça s'appelle le mois d'or. C'est un mois. Alors, j'ai lu plusieurs sources, donc je vais vous donner un peu mon interprétation de toutes ces sources que j'ai vues, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un mois vraiment où on va aider la mère à se reconstruire. Évidemment qu'après un tel bouleversement physique et émotionnel, n'en parlons pas, mais on a des besoins, on a besoin de se reposer, on a besoin de manger certains aliments. C'est beaucoup une alimentation à base de bouillon, beaucoup d'abats aussi, j'ai vu. Bref, pour aider le corps à se reconstruire. Et très souvent, il y a un budget postpartum que les familles allouent, donc un petit peu comme on peut allouer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros pour un mariage. C'est aussi quelque chose qui prépare un budget. Il y a même des hôtels spéciaux postpartum où tu peux venir avec ton bébé. Et aussi, très souvent, il y a quelqu'un qui vient, alors soit la mère, soit quelqu'un d'autre, qui vient faire le ménage à la maison et tout. Donc, autant te dire que, étant enceinte de 6 mois, ça me donne très envie. Et ça donne envie aussi, je trouve, de préparer cette période le mieux possible pour être bien. Du coup, ma question, quels sont les nutriments, les aliments à privilégier dans les semaines qui suivent l'accouchement? Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais essayer de rester synthétique. Donc, c'est vrai que il y a pas mal de choses qu'on peut faire, comme tu disais. Il va falloir un peu se récupérer déjà vraiment en fait les pertes de nutriments qui se sont passées pendant la grossesse, donc rééquiper nos réserves, réparer le corps, réparer les tissus, et puis préparer l'allaitement aussi, parce que si on allaite, ça ajoute encore, hein, tu vois, un grand besoin énergétique et micronutritionnel. Donc, si on parle de quelques-uns nutriments, alors vraiment les protéines et le collagène, ça va être un peu les stars du postpartum. Donc tout ce qui est bouillon d'os, tout ce qui est protéines animales, viande, œufs, légumineuses, collagène, donc hydrolysé. Donc si vous n'avez pas forcément... Les os à moelle. Les os à moelle, évidemment. Les bouillons, donc vous pouvez faire un bouillon maison, on pouvait en acheter aussi. Si vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez aussi mettre, dans vos lentilles, vous pouvez rajouter un peu une poudre de collagène hydrolysé neutre. Il n'y aura pas de goût et ça va vous booster. Et en fait, le collagène, c'est hyper intéressant parce que ça contient des acides aminés. La glycine, notamment, c'est anti-inflammatoire. Donc ça va vraiment aider pendant cette période-là. Et la proline, ça va être un acide aminé qui va favoriser la cicatrisation. Donc, on veut vraiment, en fait, réparer, régénérer. Donc, ça va être les protéines et le collagène. C'est important. Et il y a des études qui ont montré que juste entre 20 et 40 grammes de protéines en plus après l'accouchement, en fait, ça va vraiment favoriser une meilleure récupération musculaire. Donc ça a été mesuré. Donc vraiment, protéines. Ensuite, le fer, je pense que c'est vrai qu'on a à peu près 500 mg, tu vois, de perte pendant l'accouchement, lors de l'accouchement. Alors, je veux pas faire peur, mais c'est vrai que si on est carencé en fer, il y a un risque plus élevé de dépression du postpartum. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Généralement, d'ailleurs, votre sage-femme ou votre gynéco, ils vont vous faire une prise de sang pour vérifier votre statut et ils vont vous complémenter s'il y a besoin. Ensuite, il y a le zinc qu'on va trouver dans tout ce qui est fruits de mer, etc., viande, et ça va vraiment, en fait, elle va aider à cicatriser, ça va aider aussi à mieux métaboliser nos hormones. Donc c'est un nutriment qui est important. Et le dernier qui est vraiment aussi important, c'est le DHA. On pourra parler du magnésium aussi. Le DHA, donc c'est tout ce que vous allez trouver dans les petits poissons, donc type sardines, maquereaux, même saumon, vraiment tous les les poissons gras. Les poissons gras, le bon gras, exactement. Et en fait, ça va vraiment soutenir la réponse inflammatoire après l'accouchement. Et ça va aussi vraiment littéralement remettre de ce bon gras dans votre cerveau. On en a besoin pour
pour soutenir notre humeur, pour soutenir voilà notre mémoire. Et il y a une étude qui a été faite en 2019 en Belgique sur 219 femmes enceintes. Et en fait, ils ont mesuré leur taux d'oméga 3 dans les globules rouges. Et ils ont montré que si ce taux était inférieur, 5%, pas besoin de retenir ça, mais en fait, on avait un risque 5 fois plus élevé de faire une dépression du postpartum. Donc évidemment, ces chiffres-là, ils sont pas là pour faire peur, mais en fait, ils sont là en fait pour vraiment... au contraire, empower, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donner du pouvoir, mais tu fais bien de le rappeler. Je pense aussi que, c'est parce que c'est assez nouveau déjà de parler du postpartum. Ouais. Et là, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, on va être, ça m'étonne pas parce qu'on est crevé pour plein de raisons. Ouais. On est crevé physiquement, émotionnellement, etc. Et du coup, ça ne m'étonne pas que on est forcément beaucoup plus fragile. Donc tous les outils qu'on a à dispo, c'est facile. Faut les utiliser. Exactement. Quoi. C'est facile, c'est prendre. Alors je sais bien que tout le monde n'aime pas forcément les sardines et les maquereaux, voilà. Oh, avec du Saint-Moré pour l'apéro. On a une recette dans le livre. Sur des pizzas. Sur des pizzas. Là, tu vois, on a une recette dans le livre. Je sais pas si tu l'as testé. C'est très simple. Vous prenez une boîte de sardines ou de maquereaux, ce que vous voulez. Vous mettez un peu de Saint-Moré, un peu de citron, sel, poivre, éventuellement des petites épices si vous aimez ça, du persil, et vous pouvez grignoter ça avec des légumes ou des crackers. C'est trop bon. J'avoue, j'étais déjà adepte de ça. Mais ouais, et ce qui est trop bien, c'est que tu peux prendre ça avec sardines, avec maquereau. Ouais. Pour les anchois, effectivement, il y a la pizza aux anchois dont tu parlais. Fameuse pizza. Et puis il y a saumon. Alors saumon aussi, je trouve que c'est quand même assez facile de le prendre avec des légumes, avec des pommes de terre froides. Vous pouvez prendre des sushis pendant le postpartum. Ouais. Même si c'est froid, donc c'est peut-être mieux de prendre un plat chaud les premiers jours, mais carrément. Et après, si vous êtes végétarienne ou vous pensez que vous n'avez pas forcément ces 200-400 mg de DHA par jour, on peut se complémenter avec alors attention, un DHA de qualité. Là, il faudra bien regarder si c'est possible d'avoir l'indice Totox, donc c'est en fait le degré d'oxydation de ce DHA, parce que c'est bien beau d'avoir un DHA, mais s'il est oxydé, c'est pas terrible. Donc il faut vraiment prendre une marque qui va donner des informations sur son indice Totox. Il faut que ce soit un indice Totox après production, pas juste l'huile qu'ils ont utilisée au début. Et il faut être en dessous de 20. Si on peut être en dessous de 13, 14, c'est super. Mais en tout cas, en dessous de 20, c'est important. Donc, lisez les petites lignes. Ouais, important. Et puis après, le magnésium, ça, c'est un peu un must-have pendant toute la grossesse. Parce que le magnésium, plus on est stressé, plus on va utiliser notre magnésium. Donc après, ça peut être un cercle vicieux. Mais c'est vrai, du coup, moi, je recommande, et on recommande chez Jolie Mama, de continuer à se supplémenter pendant le postpartum. Alors, soit vous continuez tout simplement votre complément pendant la grossesse, il n'y a pas de problème, ou alors vous prenez un complément postpartum qui peut parfois être un peu plus adapté, qui contiendra par exemple plus de vitamine A. On a besoin pour la cicatrisation, peut-être un peu plus de zinc, etc. Et voilà. Après, il n'y a pas besoin de... C'est pas compliqué. Ce que tu disais sur se préparer, je pense que... D'ailleurs, c'est pareil pendant la grossesse au premier trimestre, où simplement, en fait, avoir un frigo qui est prêt avec des snacks adaptés, tu vois, genre des légumes qui sont coupés, des trucs qu'on aime, des petites boules d'énergie... des petits crackers, des œufs durs, des trucs en fait faciles. Et pareil, en postpartum, on peut se faire une séance de batch cooking avec ses amis ou avec son conjoint, Alors attends, explique-nous pour celles qui ne savent pas, c'est quoi le batch cooking ? Alors le batch cooking, on réalise plusieurs plats en une fois. Donc, par exemple, c'est en une après-midi ou en une journée. On se dit, OK, je vais me faire, par exemple, 4 plats pour le postpartum. Donc, on peut se faire une soupe. On peut se faire un plat avec, je sais pas, du poulet, des lentilles. Enfin, voilà, un peu ce qui nous plaît. Il y a plein de recettes sur Internet avant qu'on lance le livre postpartum. Mais vous en trouverez plein. Ah, vous allez faire un livre postpartum ? Non, je sais pas. Ah, ça aurait été une bonne idée. J'allais dire depuis chez vous, s'il vous plaît. Mais dans le livre grossesse, au 3e trimestre, il y a des plats qui se prêtent bien à ça. Donc en fait, vraiment, l'idée, c'est de cuisiner un peu, genre, pas à l'échelle de l'usine, tu vois, mais
tu fais plusieurs plats en une fois. Et après, tu vas les congeler dans des plats en verre. Tu vas les mettre au frigo, tu vas les étiqueter. Ou alors, très simple, moi, c'est ce que j'avais fait pour mon dernier postpartum. C'est que j'avais pris des sacs congélation. Tu mets dessus ce que c'est. Et comme ça, tu les sors et t'es tranquille une semaine après l'accouchement. Mon rêve, mais on n'a pas un super grand congélateur, mais j'ai dit à mon mari, je voudrais qu'on ait des plats qu'on congèle pour... Et c'est vrai que je trouve que c'est une charge mentale en moins parce que on va pouvoir se concentrer à fond. Mais tu vois ce que tu disais, moi il y a un truc que j'adore faire quand je me fais des lentilles, c'est d'avoir une portion qui est dédiée à fait d'en manger. Moi j'aime bien riz lentilles, je trouve que ça booste bien, riz noir ou riz blanc si on préfère. Et ensuite le mixer en soupe parce que la soupe de lentilles aux épices, carrément. Ça pareil, ça donne un coup de peps, ça fait du bien en fait. En fait, je trouve que il y a certains aliments vraiment où alors il faut que ce soit soutenu puisque si tu te manges une fois et puis après c'est que des pizzas, et on sait que c'est trop bon les pizzas, mais en tout cas pour moi je trouve que le trop de gluten ça me ralentit. Enfin même de manger gras, je me suis rendu compte j'ai l'impression de devenir un peu agressif. Enfin c'est fou. Peut-être que je me fais des idées, mais je ressens en tout cas dans mon corps que ça m'aide de manger bien. Et quand je me fais le combo riz lentilles et la soupe de lentilles la même semaine, ça me donne de l'énergie, ça me fait du bien. Pareil le chocolat noir, tu vois, je trouve que et si tu dans ta soupe tu rajoutes un bouillon riche en collagène, là ça sera parfait. C'est le must du must. Ok. Là c'est le must parce que tu auras du collagène, tu auras des protéines, ça va l'enrichir naturellement. D'ailleurs franchement une astuce hyper bête. Faire des bouillons et les congeler. Quand tu fais des soupes, tu as fait tes bouillons, tu les as achetés, tu te mets du bouillon de collagène, enfin du bouillon riche en collagène dans tes soupes. Et en fait, tout de suite, ça les pime, quoi. Ça te vraiment fait un boost en nutriments, en collagène, en protéines, tout ça. Avec des petites épices même. Ouais, carrément. Est-ce que on peut parler un petit peu... Alors, tu nous as fait un petit teasing des oméga 3 à un moment, disant, on en a reparlé. Je voudrais juste dire 2 mots dessus parce que les oméga 3... Alors, tu me dis si c'est vrai ou faux, hein. Mais moi j'ai lu que pendant la grossesse aussi leurs avantages c'était que ça jouait sur l'élasticité de la peau et du coup quand t'as ton ventre qui grossit c'est pas mal. Et surtout moi j'ai commencé à en prendre puisque j'ai des très 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 grosses douleurs pelviennes. Donc pendant mes règles, ça me paraît tellement loin. Je suis tellement contente d'être enceinte pour ça. Pendant mes règles, mais aussi à d'autres moments, les oméga 3, en fait, ça agit sur la douleur. Les Américaines, ça fait des années qu'elles en prennent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est ce phénomène d'inflammation, en fait. Ça va vraiment être un anti-inflammatoire. Et du coup, c'est pas que ça va supprimer les douleurs, c'est juste que ça va désinflammer et du coup ça va aider en termes de douleur. C'est un petit coup de pouce en plus, évidemment ça ne règle pas tout, mais ça peut en tout cas ça rend la vie un peu plus facile, je trouve. Tout à l'heure en parlant de choline, pareil, moi j'avais lu que ça pouvait agir sur le mommy brain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, la choline, ça va agir en conjonction avec le DHA et ça va du coup aider, si tu veux, à soutenir tout ce qui est fonction cérébrale aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que ça peut aider. Pour les bébés, c'est important pour la construction aussi de leur cerveau. D'ailleurs, j'ai pas les références exactes des études, mais vous pourrez le trouver sur le site. Quand on a des femmes qui sont supplémentées en choline, il y a des études qui ont montré que leurs bébés sont plus... Tu vois, il y a vraiment un effet cognitif qui a été montré. Je peux garantir, vous prenez pas choline, vous aurez Einstein. Je vais avoir Mozart. Attention, voilà. C'est fin janvier comme le vrai. Donc il y a clairement un effet là-dessus. Sur le mommy brain, c'est vrai que le mommy brain c'est un phénomène qui est normal parce que le cerveau il s'adapte en fait
à la suite de la naissance pour accueillir un bébé. Alors juste pour définir pour nos auditrices, le mommy brain, c'est quand on se sent un petit peu dans le brouillard ou de manière expérientielle. C'est fou de l'expérimenter, je trouve, mais moi ça me fait avoir des trous de mémoire. Donc il y a des moments où je suis pas capable de raconter ce que j'ai fait soit 2 heures avant, soit la semaine d'avant. Donc voilà, c'est le fait que si en tout cas vous commencez, quand vous tombez enceinte, à oublier des choses que vous sentez pas vous-même, pas d'inquiétude, c'est le mommy brain. Ça a été validé scientifiquement, c'est pas quelque chose qu'on a inventé parce que on pense à autre chose, etc. Alors par contre, scientifiquement, je sais pas comment ça s'explique. J'ai pas vraiment, je me suis pas renseignée sur ce sujet, mais moi, mon interprétation, c'est pas que en fait ton corps est occupé à faire autre chose. Alors, c'est une question super intéressante. Je pense que d'un point de vue structurel, le cerveau va changer. Donc, tu vois, vraiment en termes de matière grise versus matière blanche, va s'adapter, à être plus dans peut-être l'émotion, l'empathie quelque part. Et vraiment, d'ailleurs, quand tu regardes des cerveaux de femmes sur les IRM, les IRM, en fait, ça va être différent. Donc, je pense qu'il faut se dire que c'est entre guillemets normal. C'est normal d'oublier des choses pendant cette période de la grossesse et pendant l'accouchement. D'ailleurs, les hommes qui sont directement au contact des bébés, qui vont vraiment devenir, tu vois, un caretaker de leur bébé, on va aussi voir cette modification sur le cerveau. Et apparemment, dans les mêmes études scientifiques, il a été montré que tu peux voir même le nombre d'enfants que les femmes ont eu. En gros, ça impacte plusieurs fois le cerveau en fonction du nombre d'enfants que tu as eu. Donc, bien sûr. C'est fou, ça développe l'empathie. Voilà. Et après, c'est vrai que, et là, tu vois, je te parlais du docteur Oscar Serrallar, oui, c'est ça, je vais pas écorcher son nom s'il nous écoute, on sait jamais, qui a un peu parlé de ce qui s'appelle la postnatal depletion. Et ça, c'est un phénomène qui va vraiment être un mommy brain, qui va être vraiment très important, une fatigue, vraiment des troubles de l'humeur, voire, tu vois, qui peut évoluer vers une dépression du postpartum. Ça, en fait, c'est aussi lié à ce qu'on disait, à vraiment une carence en nutriments. On parlait des oméga-3, les oméga-3, c'est vraiment ce qu'il y a dans notre cerveau, en fait. La grossesse va nous enlever jusqu'à 50% de nos oméga-3 pendant la grossesse. Donc, c'est assez énorme. Et du coup, c'est vrai que c'est encore plus important en postpartum de bien les re-remplir, entre guillemets, pour éviter d'aggraver, tu vois, un phénomène qui est normal, naturel. Mais si on manque d'oméga 3, si on manque de fer, etc., on peut justement être plus sujette à cette fameuse postnatal depletion qui va avoir des conséquences un peu sur notre fatigue, sur notre morale, etc. Donc, c'est pas une fatalité, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et je pense que si vous... de toute façon, c'est sûr qu'on est beaucoup suivi en France, que ce soit par un gynéco, par une sage-femme. Mais de plus en plus, ces professionnels de santé-là, ils sont formés à ces sujets. Donc, n'hésitez pas à leur en parler, peut-être même à faire des analyses. On peut voir les analyses sanguines, ils vont vous dire sur quoi vous êtes carencé, vous pourrez agir. Et il y a pas, je pense qu'il y a, je me permets, j'ai pas ton expertise, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment. Si c'est avant la grossesse, ce sera avant. Si c'est pendant, un peu à tous les trimestres, ne vous dites pas c'est trop tard. Moi, j'ai constaté que j'avais beaucoup de femmes autour de moi qui n'avaient pas été supplémentées, qui avaient pas du tout été on leur avait pas du tout fait coucou sur ce sujet et c'est bien normal parce que en fait on n'est pas toutes sensibles à ça, mais c'est vrai que je trouvais ça dommage parce que on est tellement suivis, on nous fait tellement de tests et de choses comme ça que pourquoi pas, je suis d'accord, je trouve qu'il pas s'occuper de nous de cette façon-là. Je trouve que, alors il y a plein de pros de santé qui sont de plus en plus formés, tu le disais, mais je trouve quand même que la nutrition pendant la grossesse n'est pas assez abordée. On parle beaucoup, tu vois, des risques, ce qu'il faut pas manger. Mais on parle pas assez de ce qu'il faudrait manger. On parle pas assez aux femmes de dire, c'est pas une question de poids. C'est pas qu'une question de poids. C'est surtout une question de mieux manger. Tu vois,
Et d'ailleurs, il y a le docteur dont on parlait, le docteur américain, qui disait que la grossesse épuise l'équivalent de 18 mois en micronutriments en 9 mois. Ah, c'est intéressant. C'est une façon intéressante, je trouve, de présenter les choses pour montrer à quel point c'est pas juste. En fait, c'est un bouleversement vraiment important, tu vois, dans la vie d'une femme. Et après, le postpartum, on peut en parler. En plus, il y a une énorme chute hormonale, donc ça va avoir des conséquences aussi. Mais et d'ailleurs, tu vois, on parlait de ce qui se passe en Asie, mais c'est vrai que ils l'ont bien compris. Traditionnellement, une femme après l'accouchement est censée, si elle peut, rester au lit, se faire chouchouter, se faire nourrir, et elle doit juste avoir à s'occuper de son bébé et pas autre chose. Mais même pendant la grossesse, alors je sais bien que quand quand t'as d'autres enfants, c'est compliqué, et puis en plus. J'imagine que quand tu deviens mère, t'as aussi, c'est normal, d'envie de s'occuper d'eux, mais je pense qu'on devrait plus remettre, en tout cas moi je milite pour qu'on remette plus la mère au centre et vraiment ses besoins, etc. C'est pas rien. En plus c'est un moment, la grossesse, où le corps nous appartient plus, où on décide plus, comme tu disais, il y a toutes ces interdictions. On nous fait très peur parce qu'on veut nous protéger, et c'est très bien, mais c'est quand même un peu flippant. On peut pas boire, évidemment, il faut prendre vraiment soin de soi. On est un peu, moi, mon mari, la première chose qu'il m'a dit, c'est je vois bien qu'on t'a enlevé une partie de ta liberté. J'ai trouvé ça très touchant qu'il le voit. Alors moi, je l'avais pas forcément vu comme ça au début, parce qu'au début, de toute façon, t'es tellement chamboulé ou malade ou autre que t'as pas vraiment le temps. Mais une fois que j'étais bien dedans, j'ai remarqué ça. Et donc vraiment de se mettre, c'est une amie qui m'a donné ce conseil-là, qui a eu son premier il y a 3 ans, donc ça fait longtemps que je l'avais en tête, mais elle m'a dit, moi, pendant ma grossesse, j'étais une déesse. C'est-à-dire que je me faisais masser, j'allais à la piscine, vraiment, et moi, j'ai appliqué ce conseil autant que j'ai pu, et je le fais autant que je peux, et je me sens bien, et je pense qu'il faut plus aussi se déculpabiliser par rapport à ça, et après, si vous avez des enfants, coparents ou solutions ou famille ou amis, mais pas avoir peur de demander de l'aide, parce que c'est normal, on fait trop de trucs. Ah ouais, mais c'est clair. Si on peut juste, il faut se dire, c'est notre, entre guillemets, on a juste à s'occuper d'être enceinte, le reste c'est du plus. Celles qui peuvent le faire, en tout cas. Et après, tu disais, moi, j'ai vécu des grossesses avec, tu vois, d'autres enfants, des enfants en bas âge, etc. Ça peut être simplement de faire une sieste de 20 minutes. Tu vois, c'est juste de prendre le temps de le faire, se faire cuisiner des petits trucs par son conjoint, avoir des snacks tout prêts dans le frigo, tu vois, des rendez-vous, genre des massages, etc. Ça peut vraiment faire du bien, mais se dire, ok, c'est genre normal, en fait, de me prioriser moi. Ou essayer de se prendre 1 heure pour faire un truc qu'on aime faire. Ouais, carrément. Du temps pour soi. Donc tous ces sujets-là, on va dire, je pense qu'avec cet épisode, celles qui nous écoutent vont pouvoir avoir pas mal de repères. Il y a les aliments un petit peu du quotidien, les poissons, donc on peut servir de l'acronyme SMASH, saumon, maquereau, anchois, sardines, harengs. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans le commerce assez facilement. On peut se faire des apéros, on peut se manger des pizzas, on peut manger des œufs, ça c'est facile, les lentilles, tout ça. Il y a pas mal de clés qu'on peut avoir et dont on dispose pour être bien, mais parfois, il peut quand même, en gros, à partir de quand, donc tous ces outils-là, ça va nous aider à être un peu moins fatigués, à dormir mieux, à se sentir un peu mieux. Mais si ça va pas, il faut aller consulter quand même un professionnel de santé. Oui, où est-ce que à partir de quand il peut y avoir... à partir du quand c'est plus normal d'être aussi fatigué? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est une question difficile. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Alors, c'est un peu bateau ce que je vais te dire, mais
Non, mais on le sait, c'est pas bateau parce qu'on le sait en fait quand il y a vraiment un problème. Je pense qu'il faut se dire, voilà, je me fais confiance et je vais demander peut-être des analyses à ma sage-femme ou à mon médecin. Et ça peut être aussi une occasion aussi de se dire pour ralentir, parce que certaines d'entre nous, en postpartum, on a un accouchement qui se passe bien. On se dit, oh là là, j'ai envie de revenir un peu à une vie normale, donc j'ai envie de me remettre un peu debout, tu vois, refaire mes trucs, etc. Et parfois, là, on a peut-être une perte de sang qui peut être plus importante, on a une coup de fatigue, donc je pense que c'est aussi important de se dire, ok, je reviens, tu vois, à un état de plus de repos, et de normaliser, si c'est un truc qui vous plaît, de rester au lit les premiers jours pendant le... En fait, c'est... Parfois, moi, franchement, tu vois, je suis un peu hyperactive. Je suis heureuse quand je bosse, je suis heureuse quand je fais des trucs, quand je produis. Mais en fait, se dire que c'est quelques jours où vous allez rien faire, vous reposer, et ben ça va être du gagner en fait sur la suite, tu vois. Sur ce qu'on disait, moi je te dis mon premier postpartum où... Alors, pour le coup, en plus, j'étais quand même assez... Moi, j'avais une doula, donc il m'avait dit, il faut rester au lit. J'y comprenais rien. J'ai dit, mais de quoi elle me parle? Pourquoi est-ce qu'elle veut que je reste au lit pendant 2 semaines? C'est quoi cette histoire? Et heureusement, d'ailleurs, qu'elle a fait ça, mais tu vois... Et est-ce que tu l'as un peu écoutée? Oui, je l'ai écoutée. Ouais, j'étais très bonne élève, donc j'ai bien écouté. J'ai bien écouté. J'étais aux US quand j'ai eu ma première fille, donc j'ai bénéficié aussi, tu vois, de ce truc-là. J'étais à Seattle, donc je suis tombée dans une clinique. Enfin, c'est pas une clinique, c'était une clinique gérée par des sages-femmes où on avait un suivi de grossesse, mais assez light, tu vois, en groupe et tout. Et donc j'étais la seule française dans le truc. Tout le monde était en mode accouchement naturel, pas de péridurale. Ah ouais, c'est vrai, c'est beaucoup. Et moi, j'étais là, mais est-ce qu'on peut parler de péridurale? J'ai pas forcément envie d'allaiter. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Et voilà, je sais pas. Je savais pas qu'aux États-Unis, la tendance était plutôt accouchement naturel. Non, c'était Seattle. C'était vraiment dans, tu vois, c'était certaines villes, je pense, qui sont plus comme ça. Mais du coup, j'étais avec des femmes qui avaient aussi un premier bébé et qui étaient toutes en mode oh là là. Et pareil pour l'allaitement, tu vois, je me suis dit, il faut absolument que je vais faire comme elle. Vraiment bateau, quoi. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que tu parlais de reposer. Et en fait, je pense que c'est hyper important de se dire, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps investi pour, en fait, pour notre mieux-être après l'accouchement. Et après, vraiment, l'alimentation, ça va être un truc énorme. Genre, je pense que ça va être 50%, tu vois, de la récupération. Si on a une bonne alimentation. Ça commence pendant la grossesse aussi, voilà. Et après, si on sent qu'on est trop fatigué, il faut en parler tout de suite à un médecin ou à sa sage-femme et faire des analyses. Et pareil, si on sent que, on a toutes... on est plus ou moins toutes touchées par des baisses d'humeur en postpartum. Enfin voilà, après l'accouchement, c'est normal. Mais si vous commencez à vraiment vous sentir pas bien, que vous avez des insomnies, que vous avez des pensées un peu intrusives, peur il faut tout de suite en parler à quelqu'un et pas juste attendre que ça passe. Parce qu'il peut vous faire accompagner, vous pouvez vous faire des choses qu'on peut faire là-dessus. Donc il faut surtout en parler. Je trouve que, encore une fois, je fais des propositions et tu me dis, parce que tu as plus de vision que moi, mais je me faisais un peu la réflexion, j'ai l'impression que effectivement il n'y a pas grand-chose pendant le postpartum. On est du coup très suivi en France. Dans d'autres pays, moi j'ai une copine qui est suédoise, elle me dit franchement, tu vois le médecin peut-être une fois, une ou deux, et puis après l'accouchement c'est en ambulatoire, il reste pas plusieurs jours. C'est pareil en Suisse, hein. Tu restes un jour, 2 jours. Et aux États-Unis, je suis restée un jour. Ouais, et après, je comprenais pas. J'ai dit, mais votre 24 heures, vous allez me libérer, c'est pas possible. Mais moi, j'ai payé pour une semaine. Sont où les plateaux repas? Donc, on est très, il y a cette culture, je sais pas comment on peut appeler ça, on doit, tous les mois, on fait des échos des choses, etc. On est très suivi, on nous interdit beaucoup de choses. Et puis, en postpartum, il y a plus rien. Et,
je pense que se dire que on se fait son propre suivi, ça peut être bien de s'entourer. Je me suis beaucoup entourée. Pour être hyper honnête, on a une mutuelle qui est vraiment pas mal, et je regardais en fait ce à quoi j'avais droit. Alors il y a beaucoup de choses, ça j'ai découvert, je ne savais pas, mais déjà il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge en France quand on est enceinte. C'est vachement bien de le savoir. Mais ayant eu des années d'errance médicale, l'endométriose, ayant vu vraiment énormément de spécialistes, etc., j'avais l'habitude de devoir, moi, encaisser les coups. Et en fait, c'est vrai que quand on est enceinte, c'est pas le cas. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça, je trouve que ça nous met dans une meilleure configuration pour être accompagnés. Il y a beaucoup de médecines alternatives aussi qui peuvent aider. Il y a acupuncture, il y a hypnose, il y a sophrologie, il y a plein de choses qu'on peut tester. Le fait, il y a beaucoup de, effectivement, les massages ou kiné ou ostéo parce qu'on a mal au dos, tout ça, faut pas hésiter. Et j'imagine qu'en postpartum aussi, ça peut être une bonne idée de se dire, j'ai un programme à partir du moment où j'accouche, j'ai plus 30, je vais aller voir ce professionnel, j'ai plus 45, ce professionnel, etc. Parce que c'est quand même des moments où on va s'occuper de nous et ça va faire du bien. Bien sûr, carrément. Je suis là, je trouve qu'effectivement en France les choses évoluent pas mal là-dessus. Même les mutuelles maintenant, tu sais, remboursent certains compléments. Donc, c'est vrai, j'avais vu ça. Donc c'est hyper bien et de se mettre un plan en postpartum, à s'organiser un massage si on peut. Des trucs un peu, ou bien prendre son coparent comme doula, comme masseur, et lui demander. Il y a un truc que j'ai découvert récemment, donc je l'ai pas testé pour mes un postpartum, mais ça s'appelle, j'en parle chaque fois que j'ai n'importe quel podcast, c'est le non-sleep deep rest. C'est un truc qui est un professeur de Stanford qui s'appelle le Dr Huberman. Alors, c'est pas lui qui l'a développé, mais il en fait beaucoup. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, Non-Sleep Deep Rest. Et franchement, c'est un truc de fou. Quand t'as pas dormi, surtout en postpartum, on dort souvent pas beaucoup, mais si t'es jeune parent, comme moi, parfois, tu dors pas beaucoup. Et en fait, tu te fais ça, tu as des séances de 10-20 minutes. C'est gratuit parce que c'est un matériel qui met gratuitement à disposition. Tu n'as pas besoin de t'endormir, il va te guider dans une sorte de méditation. C'est hyper simple, pas besoin d'être habitué à faire des méditations. Et ça va resetter. Et d'un point de vue énergie, c'est comme si tu avais fait une sieste de 1 heure. C'est vraiment un truc de fou. Et t'es pas fatigué à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, après la sieste, c'est difficile de sortir. Et vraiment, ça, je le recommande. Je le recommande à toutes les mamans ou les coparents qui sont en postpartum et qui sont en galère de sommeil, parce que le sommeil, ça nous affecte quand même, tu vois. C'est de tous les sujets, tu remarqueras que c'est le seul que je n'ai pas abordé, et ça me fait peur. Le sommeil, le manque de sommeil, mon Dieu, quel subterfuge trouvé. T'as donné une clé, c'est sympa. Je pense que ça peut vraiment être une clé. Après, l'alimentation, ça peut être une clé. Il y a quelques études, alors j'ai pas encore creusé complètement le truc, mais qui parlent de la créatine. Des effets de la créatine sur le cerveau et sur un peu la régénération du cerveau. Donc, quand on est très fatigué, moi, par exemple, j'en prends régulièrement de la créatine. J'en prends à peu près, entre 3 et 5 grammes par jour. Donc, ça a pas mal d'effets je fais beaucoup de sport, donc ça m'aide, etc. C'est intéressant pendant la grossesse aussi, d'ailleurs. Mais t'en as dans la viande, tu vois, c'est pas un truc... c'est un truc, entre guillemets, naturel. Et en postpartum, en fait, quand tu es vraiment très fatigué, si tu montes un peu la dose jusqu'à 10 grammes, alors on en parle à un pro de santé avant, s'il vous plaît, ça peut vraiment aider à entre guillemets, corriger alors ça va pas corriger une nuit blanche, c'est pas vraiment le truc, mais ça peut vraiment aider en termes de mommy brain, etc. On parlait du mommy brain tout à l'heure, la créatine, c'est hyper intéressant pour ça. Ça me donne envie de faire un autre épisode avec toi sur le sommeil. Ouais, le sommeil, on pourrait en parler, mais c'est... Ouais. Ok, on arrive doucement à la fin de cette interview. J'aimerais quand même te poser quelques autres questions, un peu en mode récap. Okay. Parce que cette série d'épisodes, elle est aussi faite pour donner des outils.
à celles et ceux qui nous écoutent. Du coup, est-ce que c'est quoi toi, je suis sûre que tu en as, tes hacks préférés pour l'alimentation, les choses que tu as mis en place et que tu fais et que moi par exemple, ma sœur qui a suivi une formation de nutritionniste m'a expliqué cette magnifique recette de l'assiette arc-en-ciel qui consiste à dire que je lui disais mais en fait moi je sais pas parce que moi j'avais tendance à manger beaucoup de pâtes, tu vois. C'était ça mon repas équilibré avant et elle me disait, assiette arc-en-ciel, il faut que ton assiette soit la plus colorée possible. Si elle est la plus colorée possible, en fait, ça veut dire que il va y avoir du coup, parce que si t'as du orange, du violet, du rouge, t'as de la carotte, des aubergines, de la tomate, et puis il y aura peut-être un peu de poulet, machin. Donc c'est du coup mécaniquement, et aussi je suis très sensible aux couleurs, ça fait que c'est facile varié. De se souvenir, que c'est une alimentation variée. Et après, pour les quantités, elle m'a dit l'équivalent. Alors moi, j'ai un petit point, mais l'équivalent d'un point de légumes, de groupes d'aliments. Donc ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu comme ça que tu voudrais nous partager, dont on peut se souvenir facilement, pour avoir une alimentation équilibrée? Je pense que ce que tu me disais sur l'alimentation, prendre des légumes de saison, des fruits de saison, des choses de saison, c'est hyper. En fait, ça va forcément. Tu vas avoir des légumes qui vont être plus riches en nutriments, tu vois, qui n'ont pas fait traverser la planète en avion, etc. Donc, je pense que si on peut, c'est en fait le hack numéro 1, peut-être juste de prendre ce qui est dispo. Dans les rayons. Alors parfois, quand on va en supermarché, c'est difficile de faire la différence. Donc on peut regarder les Ils font de plus en plus d'efforts, j'ai l'impression quand même. Si vous avez une petite Biocop, tu vois, locale, où ils vont vraiment prendre des trucs locaux, en fait, forcément, tu vas avoir des trucs de saison. Ce que tu disais sur l'assiette colorée, c'est genre aussi, par exemple, quand on prend des aliments, quand tu prends un oignon, au lieu de le prendre blanc, tu vas le prendre rouge, tu vois. De vraiment privilégier la couleur. Après, moi, ce que je conseille, surtout pendant les périodes de grossesse, d'allaitement, de postpartum, c'est les protéines. Genre, en fait, est-ce qu'on a... Poulet, œufs, poisson, les légumineuses. Vraiment être sûr qu'on a au moins une source de protéines à chaque repas. Donc, et commencer par un petit... Franchement, moi, le hack numéro 1. Le hack numéro 1, c'est le petit-déj protéiné, en fait. C'est vraiment commencer la journée par un... Qu'est-ce que tu prends pour le petit-déj ? Tu sais qu'en radio, c'est une question qu'on pose tout le temps pour régler le volume du micro. C'est ma question préférée. Donc, je te la fais normalement, c'est au tout début. Alors, je la fais à la fin. Déj protéiné, pas mal de trucs. Alors, ça peut être des œufs. Ça peut être des œufs sur toutes ses formes avec, tu vois, un egg sandwich. Tu te fais des œufs durs et tu les écrases. Tu mets un peu de sauce de mayo, etc. ou d'épices. Et tu te prends ça dans un pain, tu vois. Ça peut être parfait. Ça peut être des œufs brouillés, ça peut être avec de l'avocat, des agrumes. Bon, c'est pas vraiment la saison en ce moment, mais voilà, tu vois, c'est... Qu'est-ce que je me fais aussi ? Sinon, quand j'ai un peu envie de sucrer le matin, je me fais un porridge. Je mets du poudre de protéines dedans, poudre de collagène, des fruits de saison. Tout simplement. Purée d'oléagineux. Purée d'oléagineux, exactement. Et franchement, c'est super bon. Voilà. Donc, il y a plein d'idées pour le matin. D'ailleurs, je voudrais rectifier quelque chose parce que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de il faut manger salé le matin. En fait, c'est pas tellement d'être salé ou sucré, c'est comme tu dis, c'est protéiné. Donc il y a des choses, ne vous forcez pas à manger. Moi, j'avoue que je préfère salé le matin, mais en même temps, de temps en temps, comme tu dis, ça donne envie. Donc c'est pas forcément l'un ou l'autre, mais c'est des protéines. Plutôt le protéine le matin. Après, honnêtement, moi, j'adore aussi le pain avec du beurre et de la confiture, tu vois. Mais en fait, c'est aussi une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Tu vois, on parlait tout à l'heure t'as pas besoin d'être parfait, en fait, même pendant la grossesse ou en postpartum. C'est 80-20, tu vois. C'est 90-10. Genre, c'est OK, en fait, de se faire plaisir. L'alimentation, ça reste aussi du plaisir.
Mais c'est vrai, moi j'ai remarqué que depuis que je prends vraiment un effort de prendre des protéines, enceinte, premier trimestre, genre le hack numéro 1, c'est de te faire un smoothie protéiné. Quand vraiment t'arrives rien à avaler. Ouais. Smoothie protéiné, tu mets des fruits congelés, genre des fruits, tu vois, genre myrtille ou framboise, que tu veux, banane, de la poudre de protéines de qualité, un peu de collagène, de l'oléagineux de ton choix. Et après, franchement, tu peux avoir facilement un peu de yaourt, tu vois, genre yaourt protéiné, genre, enfin, comment on dit en français, quark, fromage blanc, par exemple. Et alors, pas forcément, parfois le fromage blanc passe pas, mais juste ça, en fait, ça va permettre d'avoir 20-30 grammes de protéines. C'est hyper bien. Aussi, en postpartum, c'est un bon hack, le smoothie, quand t'arrives pas, tu sais, quand t'as ton bébé dans les bras et tout, t'as pas forcément envie t'as pas trop le temps de te poser, tu peux te faire un smoothie, c'est bien aussi. Désolée, j'ai discrété, mais... Ah non, pas du tout. Non, je me disais que effectivement, dans ces moments-là, je trouve où quand il s'est passé beaucoup de choses, moi, c'est vrai que tu as envie de comfort food, quoi. Ouais. T'as envie de choses faciles. Et du coup, le smoothie, c'est un truc où, a priori, quand rien ne passe, effectivement, ça donne bien. envie. Ouais, enfin voilà, c'est sous forme liquide, donc c'est plus simple. Et ça peut être un petit déj protéiné. Si on met de la poudre de protéines, un peu de collagène dedans, ça peut vraiment, ça peut faire un bon petit déj protéiné. En tout cas, je tenais à dire qu'à aucun moment, effectivement, on a parlé de régime. Enfin, quand on parle de régime alimentaire, c'est à aucun moment pour dire de la restriction. Non, jamais. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, je pense, c'est se restreindre. Et surtout, j'ai envie de dire, pendant la grossesse, le dernier sujet que je voulais aborder juste brièvement, c'est que je pense que, et vous le savez, puisque avec ton associé, vous avez décidé de vous lancer dans l'alimentation plutôt pour les femmes. Et on a quand même, quand on est une femme, énormément de chances de basculer dans les troubles alimentaires. Ouais. Moi, c'était mon cas, mais je sais qu'il y a plein d'autres femmes dont c'est le cas. Et c'est vrai que le premier truc, à chaque fois qu'on parle l'alimentation, je pense que la raison pour laquelle ça a été aussi important pour moi, c'est parce que justement, ça m'a réconciliée avec les aliments, avec le fait il faut pas écouter, parce que parfois on a des personnes d'une génération un petit peu différente qui commencent à nous faire des remarques sur on a pris du poids, etc. Et moi, très vite, ça peut me trigger et très vite, je me dis, oh là là, il faut pas que j'écoute ça. Ouais. Donc, restez dans votre bulle et pensez au plaisir. Et en fait, moi, l'alimentation, c'est un petit peu comme ça que je me suis, on va dire, guérie. C'est que pour moi, la vie n'est qu'une éternelle attente vers le prochain repas. Franchement, je pense à manger toute la journée. Ça me fait plaisir. C'est vraiment mon truc feel good. Et du coup, de se réconcilier de cette façon en se disant, en fait, l'alimentation, c'est ton allié et c'est pas ton ennemi. Ça fait du bien. Ça permet de prendre soin de soi. Et donc, voilà, si jamais... moi, je suis pas professionnelle de santé, mais la dernière fois, il se trouve qu'il y a un professionnel de santé qui m'a dit, oh là là, mais votre ventre est énorme, etc. Puis ça n'a rien à voir en plus. Hein. Ça rien à voir. Puis oui, c'est vrai, de un, et puis de deux, voilà, j'avais pris un petit peu trop de poids et je te jure, mais je sais que c'est bête, mais j'étais mal pendant plusieurs jours, j'étais mal, et je me disais, oh là là, faut pas que je me fasse avoir, et du coup, j'en ai parlé à une sage-femme parce que j'ai testé l'hypnose. D'ailleurs, je recommande l'hypnose, c'est vraiment très sympa parce que pareil, c'est une parenthèse à soi où on peut se connecter avec son bébé, juste sortir du chaos ambiant, du travail, etc., de tout va très vite. Et je disais à la sage-femme, et donc en fait, il y a toujours un moment, je trouve, dans ces accompagnements-là où en fait, elles savent très bien, les professionnels de santé, c'est généralement des femmes, qu'il faut parler un petit peu parce que potentiellement, quand t'es enceinte, t'es fragile. T'as peut-être besoin aussi d'un soutien émotionnel parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et puis je finis par lui raconter ça parce que c'est vrai que ça me prenait un peu d'espace dans mon cerveau et donc je lui dis voilà en fait on m'a dit ça et c'était très sympa sa réaction puisqu'elle s'est énervée, elle m'a dit mais attends mais Marguerite en fait on s'en fout que t'aies pris 2 kilos alors qu'il fallait que t'en prennes que 1, on s'en fiche. Vraiment, ne t'inquiète pas, prends soin de toi et tout. Donc aussi, voilà, je pense que le message, c'est
pas de panique, c'est pas très grave si on grossit un petit peu trop. Il faut se lâcher la grappe, je pense, sur le poids, en fait, tu vois, il y a des recommandations et c'est vrai que les pros de santé, ils sont tu vois, ils doivent faire leur travail, entre guillemets, ils doivent nous dire, voilà, ça la pesée. Moi, je sais que pendant toutes mes grossesses, les pesées, c'était un peu... Ouais, surtout toi, tu me disais que tu avais pris beaucoup de poids. Première grossesse, on était en groupe et on devait se peser presque devant tout le monde. C'est très bizarre. Moi, c'était horrible. Et franchement, moi, j'étais là, oh là là, j'ai pris 6 kilos les 2 premiers mois. Donc, j'étais là en mode, il faut... Alors, elle m'avait dit, ma sage-femme m'a dit, il faut voir une diététicienne, il faut que vous repreniez ça en main. Ce qu'elle voulait dire simplement, c'est qu'elle pensait... Effectivement, je mangeais pas très équilibré à l'époque. Mais après, tu vois, moi, ma deuxième gynéco qui m'a accompagnée quand j'étais pour ma deuxième et troisième, elle m'a dit, en fait, je vais vous lâcher la grappe. Voilà, on prend le poids, mais voilà, c'est pas ça qui est important, parce que par certaines d'entre nous, elles vont prendre 10 kilos, d'autres vont en prendre 15. Après, en postpartum, voilà, on n'a pas la même façon de gérer, tu vois, cette prise de poids. Et après, le corps aussi, parfois, est bien fait. Parfois, on a aussi besoin de prendre du poids quand on commence une grossesse et qu'on est très fine. Le corps est intelligent, il sait qu'il faut stocker, tu vois, surtout si on veut allaiter éventuellement son bébé, ça prend énormément. Moi, tu sais qu'après ma première grossesse, j'ai reperdu plus. J'étais encore plus. Ah ouais. Après 1 an d'allaitement, parce que j'étais toute fine. Ouais. Après 1 an d'allaitement, j'étais encore plus bas que ce que j'ai commencé. Tu vois. Donc, en fait, heureusement que j'avais pris comme c'est 25 kilos. Moi, ma sœur cadette, c'est exactement pareil. Elle était... Enfin, bref, dans la famille, il y a ma sœur aînée qui est très très fine, très plus grande que nous et tout ça, et nous on est un petit peu plus petite. Et elle avait, c'est pas qu'elle avait des formes, mais elle était mince, normale. Et en fait, après sa deuxième grossesse, on avait vraiment l'impression qu'on l'avait passée à la machine à laver. Elle avait allaité et elle m'a dit, mais mon fils m'a pris. Même absorber toute la graisse de moi. Et j'étais là, mais c'est vrai, c'est marrant. Et elle est restée comme ça après, ça modifie le corps. Et puis c'est ça aussi, l'autre chose, c'est que je trouve que ce qui peut être dur et ce qui peut être un peu, qui peut, moi parfois ça me trigger, le corps change énormément. Et oui, il y a rien de plus féminin qu'un ventre de grossesse. Et en même temps, fragile. Tu vois, c'est une période où on est hyper fragile, notre corps change. C'est hyper dur. Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'impression d'être une énorme boule, quoi. C'est dur de s'aimer et faut, même quand tout se passe bien, c'est un peu de... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, franchement, première grossesse, j'étais comme ça aussi. Ça prend du temps. Mais je pense que c'est hyper important qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet. Tu vois, d'ailleurs, on voit, moi, d'ailleurs, parfois, ça me fait de la peine quand je vois certaines marques qui surfent sur ça, qui surfent sur perdre du poids après non, mais c'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que j'en parle de cette façon-là et qu'à aucun moment j'allais te demander. Alors Marie, comment on retrouve la ligne? Parce que en plus de ça, le fait de vouloir, et c'est bien normal, si on a envie de retrouver le corps qu'on avait avant, ça peut être des envies qu'on a. Simplement, on peut le faire, mais tranquille, en mangeant. En fait, tout à fait. En mangeant, en rééquilibrant les choses, faire du rééquilibrage alimentaire, mais pas besoin de se restreindre, surtout pas. Et je pense que, tu vois, c'est un truc... Enfin, moi, je sais que beaucoup de femmes parlent de ça. C'est que pendant la grossesse, c'est une période qui est vraiment transformative. On voit notre corps changer. Mais c'est aussi peut-être l'occasion, aussi en postpartum, de se reconnecter à ses intuitions, à sa faim. En fait, tu disais l'alimentation, tu vois, c'est un truc de plaisir, mais c'est aussi tout simplement de s'écouter. Un enfant, par exemple, il va manger à sa faim, il va manger ce qui lui fait plaisir et il va... Bon, bien sûr, il y a des phases où il mange que des pâtes et tout. Oui, ça finit par arriver. Moi, par exemple, je vois ma fille de 9 ans, ça lui arrive de vouloir des trucs sucrés, mais elle va, tu vois, s'écouter, elle va dire, là, j'ai plus faim, là, j'ai envie de ça, etc. En fait, c'est ça, je pense qu'il faut que nous, on arrive à revenir un peu à cet état-là, où on est juste, en fait, dans l'intuition de ce dont on a envie, ce qui nous fait du bien. Et je trouve que la grossesse, parfois d'ailleurs, on n'a pas parlé des fringales de grossesse, mais c'est hyper important. Enfin, c'est hyper intéressant sur ce, tu vois. Qui est aussi, c'est scientifiquement validé. Oui. Attention, c'est pas une excuse de. Il y a un truc qui s'appelle l'instinctothérapie. Donc en fait, tu as certaines envies, par exemple les envies de produits laitiers pendant la grossesse. Tu sais à quoi c'est dû ?
À quoi? C'est dû à parfois un manque d'iode. On sait qu'on a besoin d'iode parce que dans les produits laitiers, il y a beaucoup d'iode. Ou quand tu as envie de sushi, ça peut être lié à un besoin en DHA. Et pourquoi on a envie de poisson cru? Même si les sushis, c'est super bon. Moi, j'adore les sushis. Mais en fait, tu as plus de DHA dans le poisson cru que dans le poisson cuit. Donc, le corps est intelligent. Après, il y a aussi des facteurs émotionnels où on a parfois envie de se reconnecter à l'enfance, etc. Mais il y a vraiment des choses... Le corps, en fait, sait un peu ce qu'il nous faut. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, cette approche-là. Mais je trouve que c'est... Alors, moi, c'est marrant, mais c'est un truc que ma mère m'a toujours encouragée à faire. Tu vois, par exemple, quand j'étais malade, elle m'a jamais forcée à manger quoi que ce soit. Évidemment, elle m'invitait à manger des légumes, parce que enfant, j'aimais pas trop ça. Et encore, il y a plein d'enfants qui adorent, mais... en revanche, je me souviens très très bien quand j'étais malade, elle me disait t'as envie de quoi? Et elle allait pas, tu sais, faire le test de t'es malade, du coup tu dois manger ci ou manger ça. C'était si je voulais manger des pâtes, et elle se disait elle a besoin d'énergie. Ouais. Et génial, ça, du coup, c'est quelque chose qu'il faut cultiver sur le fait de se faire confiance. Alors évidemment, si on a envie d'aller au quick tous les jours, potentiellement, c'est pas une bonne idée. Mais ouais, les envies... moi, j'avais à un moment hyper envie d'avocat. Alors, je sais que j'ai pas eu le truc parce que la fringale de... Avocat, il faut absolument... ça peut être que simplement... Mais c'était plus une envie, tu vois, que il me faut ça tout de suite, va me le chercher. Mais ça, je l'ai pas. Et je regrette un peu parce que ça a l'air... J'aurais bien aimé connaître ça. T'avais eu ça, toi, pour J'ai eu certains produits laitiers, pour ma dernière grossesse... je déteste les produits laitiers, normalement. Ah ouais, c'est marrant. J'ai une envie de produits laitiers, genre du fromage, de yaourt et tout. Alors que, je sais pas, je suis pas très produit laitier. Et sinon, qu'est-ce que j'ai eu? Des envies un peu bizarres aussi, mais des envies de cornichons, tu sais. Alors, on n'a pas parlé trop des probiotiques, mais tous ces trucs-là, c'est pas mal aussi pour développer une bonne flore intestinale. Donc j'imagine que c'est peut-être lié à ça, je sais pas. Ma sœur aînée, pour sa 3e, a une fringale d'échalotes, mais pendant 9 mois. Et elle me dit, mon mari, à la fin, était là. Ok, allez, on continue sur les échalotes. C'est pas de blague, c'est déjà ça. Ouais. Oh my god, ouais. Trop drôle. Écoute, un grand merci. Je suis ravie qu'on ait pu aborder tous ces sujets. Franchement, je ne peux que recommander Joli Mama pour votre approche, pour toutes les ressources que vous mettez à disposition, les bonnes recettes que vous conseillez. Puis j'ai testé tous vos produits et franchement, je trouve que ça participe justement à prendre soin de soi et en te rencontrant et voyant la geek que tu es. On se sent en confiance, donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites toutes les deux. Merci toutes beaucoup. Les 3 d'ailleurs. Mais non, on est plus maintenant, on est 7. Combien, on est 7, c'est que des filles. Que des femmes. Ah, j'aime bien cette ambiance. Voilà. Et merci à toi, merci de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. J'inclus aussi Margot qui est pas là aujourd'hui, mais qui est là en pensée. Voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. À bientôt.